Et yo les arcanistes, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars sur Silver and Blood. Et cette vidéo c'est pas n'importe laquelle, c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, on m'a beaucoup posé la question, à savoir bien entendu quel artefact il faut monter, quel artefact il faut prioriser. Est-ce que en montant tel ou tel artefact on fait une erreur? C'est beaucoup de questions sans réponse. Et dans cette vidéo, on va essayer bien entendu d'y répondre un minimum, donc vraiment de la façon la plus claire et nette possible. Alors, je vais commencer déjà en vous spoilant, il n'y a pas de réponse parfaite. C'est honnêtement, c'est la réponse la plus honnête que je puisse vous dire, c'est qu'il n'y a pas de réponse parfaite. Il n'y a pas d'artefact prioritaire ou il n'y a pas d'artefact euh, totalement broken qui vous ferait oublier tous les autres. Honnêtement, il n'y en a pas. Chacun de ces artefacts sont bons. Pourquoi? Parce qu'ils sont orientés vers des archétypes précis. On le sait dans le jeu, le plus important, ce n'est pas l'individualité des personnages, mais c'est le team building, c'est la collectivité. Ce que donne une équipe avec une belle synergie. Et tout en sachant cela, forcément, mettre un artefact de la team Dot sur un artefact de la team Invocation, c'est totalement débile. Donc forcément, si tu joues une team Invocation, même si je te disais l'artefact de la team Dot est exceptionnel, tu ne vas pas monter l'artefact de la team Dot, tout simplement parce que c'est pas ta team. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très important. Cela dit, néanmoins, on va discuter de chacun des artefacts. Je vais vous expliquer les passifs parce que certains m'ont également posé des questions au niveau des passifs. On va parler des passifs. Mais surtout, je vais vous donner mon avis par rapport à l'artefact qui serait optimal par rapport à votre box. Imaginons que vous avez une box un petit peu polyvalente, vous avez un petit peu de tout. Vers où vous allez vous orienter, donc vers quelle équipe vous allez vous orienter, et donc forcément vers quel artefact qui pourrait vous bénéficier rapidement et très très bien. On va voir tout ça. Alors, on va commencer déjà par le premier artefact que tout le monde débloque, la pierre philosophale. La pierre philosophale, ici vous voyez qu'on a un buff d'autocritique de 12,5% au niveau du passif. Et là c'est parce que je l'ai niveau 2. Niveau 1 c'est 10%. Hein, ça il faut le noter. Maintenant, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que c'est un artefact qui est très passe-partout. Honnêtement, c'est l'artefact le plus polyvalent qu'on ait actuellement dans le jeu. Il est très passe-partout, il est très polyvalent. C'est un artefact que tous les DPS peuvent plus ou moins porter. Si vous n'avez rien d'autre de disponible, c'est vraiment l'artefact du premier choix. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Lors d'un coup critique, tire 4 balles sur la cible, infligeant 300% d'attaque d'un dégât magique. Temps de recharge 6 secondes. Alors, c'est le premier artefact, c'est vrai qu'on a mis sur Van Helsing en se disant que bah, c'est fort, ce sera fort. Euh, Moi, à la bêta, c'était un petit peu mon artefact coup de cœur parce que finalement, il va sur tout le monde. Tu peux le monter et tu pourras l'utiliser sur Lamia, tu pourras l'utiliser sur Van Helsing, même s'il est physique, le passif il le fait pro comme néanmoins. Tu peux l'utiliser sur Siren, tu peux l'utiliser sur Gilrain, tu peux l'utiliser sur Dalcarlo, tu peux l'utiliser sur beaucoup de personnages. Pourquoi? Déjà à cause du premier passif. 12,5% d'autocritique, c'est vraiment intéressant, notamment aussi par le fait que à ce côté-là, plus tu vas monter, plus le passif va s'améliorer. Et ça, c'est vraiment intéressant finalement d'avoir du buff d'autocritique parce que ça vous facilite le crit. Le crit, c'est vraiment fort dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment un passif qui est très intéressant, notamment aussi par le fait qu'à chaque coup critique que tu vas faire toutes les 6 secondes, tu vas faire une attaque à 300% de dégâts d'attaque magique. Et ça, c'est vraiment super intéressant aussi. C'est une attaque bonus et donc ça, c'est très bon à prendre. Donc un peu honnêtement, c'est un artefact qui n'est orienté vers aucune team globalement, qui oui, on peut se le dire au niveau 5, c'est vrai que finalement tu veux un personnage qui va avoir une certaine facilité à crit. Par exemple Van Helsing ou Ressa, ou encore bien entendu un personnage orienté dégâts magiques, même si les dégâts physiques le font proc également, c'est pas un problème. Mais si ce n'est réellement pour Van Helsing ou pour Reza, c'est vrai que c'est moins intéressant pour les autres DPS. Mais cela dit, forcément, ça se prend, c'est hyper intéressant. Mais malheureusement, le revers de la médaille, c'est que bah, le premier passif de dire 12,5% sur Reza et sur Van Helsing, c'est un peu moins pertinent parce que les deux sont tellement blindés d'autocritique que le buff ici au niveau du premier passif, tu le ressens à peine. Tu ne sais même pas si ça proc ou pas, tu vois. Mais par contre, ici, c'est très intéressant, honnêtement. Toutes les 6 secondes, avoir plus 300% de dégâts d'attaque magique, c'est très bien. Donc, c'est grosso modo
un artefact qui est très passe-partout, qui est très polyvalent, qui peut se mettre sur un peu tout le monde en termes de DPS, mais qui finalement n'excelle un peu nulle part. Donc honnêtement, c'est un artefact que je qualifie de bon, mais pas d'exceptionnel. C'est l'artefact de base qui est intéressant, mais qui n'est pas non plus transcendantal en termes d'efficacité. Alors, on va ensuite sur le crâne de Poséidon, hein, le crâne de Poséidon qui est un artefact qui est fait pour les personnages Malus, donc honnêtement que ce soit debuff, dot ou quoi que ce soit, ou contrôle, c'est un artefact qui va beaucoup vous aider, qui va être très très intéressant. On va regarder le premier passif. Inflige 10% de dégâts supplémentaires aux ennemis sous l'effet de malus ou de contrôle, ce qui est hyper intéressant parce que finalement, le main DPS de la team Dot par exemple, c'était Rati. On sait que le personnage fait des dégâts exceptionnels. Tu rajoutes plus 10% à chacune de ses attaques, notamment parce que le personnage a une très très grosse vitesse d'attaque. Euh, Tu as basiquement plus 10% sur chaque hit que le personnage fait. C'est pas conditionné, c'est pas des secondes, c'est pas, on te dit pas toutes les 0,5 secondes ou toutes les 10 secondes, non. C'est à chaque hit du personnage, elle bénéficie d'un bonus de dégâts de 10%. Donc basiquement sur 10 coups du même multiplicateur, en fait c'est comme si tu avais gagné sur une rotation de 10 coups, bah, un coup supplémentaire gratuit, 100%. C'est énorme. Franchement, c'est un très bon buff. Si tu fais 10 000 à chaque coup, bah en fait, tu as 1000 directement. Donc, au lieu de faire 10 000, tu fais 11 000. C'est vrai que sur ce plan de vue-là, c'est très faible en termes d'apport. Mais sur une longue durée, un combat qui va, bah en fait, si tu fais 10 000 une fois, tu as 11 000. Si tu fais 10 000 10 fois, bah ouais, t'as 11 000, oui, mais fois 10. Donc, en gros, tu gagnes 10 000 de dégâts sur une rotation de 10 coups. C'est beaucoup plus intéressant. Donc forcément, c'est beaucoup plus impactant. Donc ça, c'est un artefact qui est vraiment très très intéressant, notamment aussi par le fait que bien entendu, le passif, tout comme le premier artefact, va monter au fur et à mesure que vous allez l'améliorer. Donc ça ne va pas rester indéfiniment 10%, ça va augmenter. Et donc forcément, ce sera encore plus intéressant. Voilà. Alors, par contre, non, je dis peut-être des conneries. Je crois que si, finalement, je crois que le passif, il s'améliore. Il s'améliore. Je sais plus si c'est le cas ou pas, je me rappelle plus. Je me rappelle qu'à la bêta, je l'avais monté, mais je me rappelle plus si ça monte ou pas. Je me rappelle plus du tout, mais je crois que si. Je crois que si. Alors, le deuxième passif, hein. Lorsqu'un effet de contrôle ou un malus est appliqué, inflige 325% de dégâts d'attaque magique supplémentaires à la cible. Temps de recharge 10 secondes. Alors ça, ce côté-là, il est extrêmement intéressant parce que si on le lit de plus près, on se rend compte que lorsqu'un malus ou un effet de contrôle est appliqué à une cible, si tu l'appliques directement, en fait, ça va s'appliquer indépendamment. Donc ça, c'est hyper intéressant d'avoir ce côté-là. Donc, il va vous permettre d'avoir un énorme burst de dégâts à chaque fois que vous allez appliquer un malus. Et ça, basiquement, c'est très très fort autant sur les personnages dot, hein, parce que l'artefact, c'est pas que pour la team dot, hein, c'est aussi pour la team contrôle et la team malus. Euh, peu importe sur qui vous allez le mettre, ça va être extrêmement intéressant. Que ce soit aujourd'hui sur Dalcarlo, qui aujourd'hui, on va pas se le cacher, hein, est l'unité phare du jeu à l'heure actuelle, que ce soit sur Terati, que ce soit sur Darcia, que ce soit sur Johan, cet artefact va énormément les booster parce que non seulement vous allez avoir un buff de 10% de dégâts supplémentaires, mais en plus, à chaque fois que vous allez poser soit un dot, soit un malus, soit un effet de contrôle, vous allez faire directement des dégâts, donc toutes les 10 secondes, à hauteur de 325% de l'attaque magique du personnage, ce qui est un très très bel apport également en termes de DPS finalement pour le personnage. Et donc forcément, ce que je trouve très intéressant. Donc oui, effectivement, si vous voulez jouer une team dot, contrôle ou malus, cet artefact-là va être très important pour vous, notamment pour vos personnages offensifs, donc pour les personnages offensifs de vos teams, le main DPS, voire le sub DPS, donc Dalcarlo pour la team contrôle, Terati pour la team dot, ainsi de suite, ainsi de suite, donc vraiment pour vos personnages offensifs, ceux qui vont faire des dégâts. Et pour ça, bah, franchement, cet artefact est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant pour eux. Alors, ensuite, le chronomètre d'ombre argent. Alors, le chronomètre d'ombre argent, on nous dit quoi sur le passif, hein? Quand une invocation meurt ou disparaît, effectue une restauration de 10% de PV max. Et ça, c'est vraiment cool pour des personnages. En fait, c'est le best in slot de Bella.
basiquement, c'est le best in slot de Bella, mais pas que de Bella, hein. Ça peut être très intéressant sur d'autres personnages aussi. Par exemple, CCA pour avoir une meilleure survivabilité, hein, concrètement. Enfin, je dis CCA, je voulais dire Piera, parce que Piera, elle est un petit peu sensible, je vous avoue. C'est très bien également sur le personnage euh, comment ça s'appelle? Merde, j'ai oublié le nom. Euh, Oh, j'ai totalement oublié le nom, j'ai un trou de mémoire. Franchement, je vais pas passer toute la vidéo à réfléchir. Quand je me rappellerai tout à l'heure, je vous le dirai. Alors, donc, du coup, je disais, c'est très très intéressant pour Bella, parce que Bella, on se rend compte que le personnage fait des invocations qui vont attirer les ennemis, hein. Basiquement, c'est le concept de Bella, qui vont taunter les ennemis et qui vont se faire attaquer. Ce qui est intéressant à côté de ça, c'est que quand les invocations vont tous mourir, les ennemis vont venir vers Bella, forcément. Sauf que si une invocation meurt, Bella se fait soigner. Et entre-temps, Bella va réinvoquer des invocations après. Donc en gros, quand elle va réinvoquer des invocations, en fait, c'est un cycle en boucle. Donc oui, elle va perdre des HP quand les ennemis vont venir l'attaquer, mais quand elle va ramener des invocations, c'est eux que les ennemis vont focus. Donc pendant ce temps-là, le temps que les invocations meurent, en fait, Bella va se soigner un petit peu. Donc elle a une certaine survivabilité qui lui est apportée qu'elle n'a pas de base. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que notamment, elle peut soigner ses invocations, mais elle n'est pas comprise. Donc là, elle a justement un intérêt de ce côté-là de faire des invocations pour pouvoir se soigner elle-même également, donc pouvoir tanker encore plus. Et donc, c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Quand une invocation apparaît, restaure un point de pouvoir de sang, cooldown 20 secondes. Et ça, c'est hyper intéressant encore une fois pour Bella, parce que du coup, elle va pouvoir servir de batterie à sa team. Toutes les 20 secondes, quand une invocation va apparaître, donc vu qu'elle invoque tout le temps quasiment, hein, ses invocations vont mourir, elle va les rappeler, mourir, rappeler, mourir, rappeler, mourir, rappeler, et donc elle va générer toutes les 20 secondes un pouvoir de sang. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, comme je l'ai dit, ça va servir de batterie à la team, et donc vous permettre d'avoir une Bella qui va provoquer avec ses invocations, soigner ses invocations, se soigner elle-même, tanker pour l'équipe, empêcher les alliés en backlane de se faire viser, se soigner elle-même, j'ai déjà dit, et servir bien entendu de batterie aux alliés tout en permettant de stun également avec sa spé. Un arsenal complet pour un tank aujourd'hui qui est considéré comme le meilleur tank ex-aequo du jeu. Donc franchement, cet artefact fait de Bella un monstre. Franchement, elle est exceptionnelle avec cet artefact-là. J'ai fait des tests. Moi, je ne l'ai pas testé moi-même à la bêta, mais j'ai fait des tests avec un ami à l'époque. Et franchement, l'artefact était super intéressant. C'était vraiment très très cool sur le personnage. Alors, à côté de ça, ici, œil de la vérité. Œil de la vérité, c'est pour les personnages à attaque de base. L'attaque de base inflige 25% de dégâts supplémentaires. Imaginez juste cette dinguerie sur le nouveau Van Helsing. Quand je dis nouveau Van Helsing, c'est Van Helsing appuyé par Belladonna et Siren. Donc on avait fait le calcul, c'était approximativement quand même quelque chose de très très intéressant, hein. Il doublait littéralement ses dégâts entre les buffs de Siren, le buff de dégâts de Siren, enfin, oui, les buffs de Siren, les buffs de Fleeting Bella, ses buffs à lui et l'attaque de base, ou plutôt le buff d'attaque de base de l'artefact, en fait, entre tout ça, Van Helsing se donne un énorme boost de power qui lui permet de démultiplier ses dégâts. Honnêtement, entre Siren, Bella, son kit à lui et cet artefact-là, le personnage multiplie littéralement ses dégâts quasiment par 4 par 4 les gars, ouais, rien que ça. Rien que ça. C'est-à-dire que dans un monde où vous le trouviez déjà exceptionnel quand vous l'avez eu au début du jeu, alors dites-vous que Van Helsing avec cet artefact, plus Siren que vous allez débloquer pour ceux qui ne l'ont pas encore débloqué, plus encore Belladonna, le Van Helsing de base qu'on avait il y a quoi, il y a une semaine, il y a un peu plus d'une semaine, aujourd'hui ce personnage, ses dégâts sont multipliés par plus de 3. Avec cet artefact, tu montes à quasiment 4. Parce que c'est 25%, regardez bien, c'est 25% de dégâts supplémentaires sur toutes ces attaques de base. Et Van Helsing fait que des attaques de base. Sur chaque hit du personnage, il gagne plus de 25% de dégâts. S'il doit faire, on va dire par exemple, 10 000 de dégâts par hit, Van Helsing va faire aujourd'hui, rien qu'avec cet artefact, 12 500. S'il doit faire 20 000 de dégâts par hit, ben, il va faire
25 000 de dégâts par hit. S'il doit faire 50 000 de dégâts par hit, il va faire 62 500 de dégâts par hit. Si le calcul est bon, je ne sais pas s'il est bon, mais voilà. C'est pour vous montrer un ordre d'idée. Et aujourd'hui, Van Helsing, si tu mets sa spé avec Bella, avec Siren et avec ça, tu fais minimum, vraiment au strict minimum, 30k de dégâts par hit. Quand il crit, vous imaginez 30k de dégâts. Et moi, j'ai fait des tests, et mon Van Helsing, il fait des attaques de base à plus de 60 000 par hit. 60 000 par hit, les gars. Vous imaginez ce que ça donne? Par hit. C'est une folie. Donc oui, effectivement, cet artefact-là, c'est le best in slot de Van Helsing. Et pas que de Van Helsing, c'est également le best in slot aujourd'hui de... Comment ça s'appelle, de Siren. C'est vraiment très intéressant, et aujourd'hui encore, ben, c'est aussi le best in slot de Fleeting Bella si vous n'avez pas l'artefact dont on va parler tout à l'heure, hein, parce que personne ne l'a actuellement. On l'aura plus tard, mais c'est également un très bon artefact pour Fleeting Bella, parce que moi je me suis rendu compte via mes tests que l'action que Bella fait, vous voyez dans son ultime, on dit qu'elle fait X% de dégâts d'attaque magique quand un personnage fait une attaque de base toutes les X secondes. En fait, j'ai fait les tests et ce truc prend vraiment en compte l'attaque de base. C'est-à-dire que l'attaque, c'est comme une attaque de base. Donc cet artefact-là va vous permettre de bénéficier de dégâts supplémentaires dessus. Et ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Et bien sûr, le passif 2, c'est l'attaque de base à 15% de chance d'accorder vitesse d'attaque plus mineure pendant 10 secondes. Ce qui est un très bon bonus également à prendre en compte. Donc voilà, c'est un très bon artefact. Le fruit de l'immortalité. Lorsque les PV passent sous 50% pour la première fois, effectue une restauration de 4% par seconde pendant 10 secondes. Alors cet artefact-là, aujourd'hui j'ai du mal un petit peu à voir son utilité, en toute honnêteté. On va voir le passif 2. Ensuite, on va revenir pourquoi je dis ça. Si 3 ennemis ou plus vous ciblent, réduit tous les dégâts subis de 15%. Alors, j'ai du mal un peu à voir son utilité, comme je vous le disais, parce que pour moi, c'est un artefact de tank. Et aujourd'hui, en tout cas actuellement dans le jeu, c'est pas ce qui est le plus utilisé. Les deux tanks qu'on utilise le plus, c'est Bella et c'est TR Ami. TR Ami, moi, honnêtement, je préférais lui mettre ici le chronomètre d'ombre argent. Je préférais vraiment lui mettre le chronomètre d'ombre argent, ou encore, non, vraiment, je préférais lui mettre le chronomètre d'ombre argent. Bella, pareil. Donc, au final, si les deux meilleurs tanks du jeu profitent du chronomètre d'ombre argent, pourquoi je vais monter le fruit de l'immortalité? Pourquoi? Pour Théophane. Je le joue une fois par patch pour des events spécifiques. Euh, Friedrich, c'est pareil, c'est pour des events spécifiques que je le joue pas tout le temps. Euh, qui encore? Gestel, c'est presque pareil, je le joue au max une fois par patch, deux fois, allez, si vraiment une fois par patch. Donc pourquoi je vais m'emmerder à viser cet artefact et à l'améliorer si finalement je m'en sers très rarement? C'est honnêtement, pour moi, c'est pas très logique, vous voyez. Après, vous pouvez vous en servir, hein, vous pouvez vous en servir, ça peut être intéressant. Par exemple, pour comment ça s'appelle, pour Acapella, ça peut être amusant. C'est pas le plus recommandé, c'est pas l'idéal, franchement, c'est pas le meilleur, mais ça le fait aussi, tu vois. Mais encore une fois, c'est un artefact qu'on ne va pas débloquer tout de suite. Il faut avancer dans la story. Donc forcément, les gars, c'est pas pour maintenant. Mais honnêtement, moi, j'ai beaucoup de mal avec cet artefact-là, le fruit de l'immortalité. Et enfin, le dernier artefact qu'on a dans le jeu, pour l'instant, Cage du Rossignol Invincible. Pour moi, le best in slot de Belladonna, le best in slot de Seth, le best in slot aujourd'hui d'Acapella. Franchement, le best in slot de la plupart des supports des healers du jeu. C'est incroyable, c'est trop fort. Au début du combat, gagne 2 rossignols. À chaque soin infligé, les rossignols restaurent des PV égaux à 360% de l'attaque aux alliés ayant des PV inférieurs à 50%. Et il n'y a pas de cooldown. Et il n'y a pas de cooldown. Tu commences le combat, tu gagnes directement 2 rossignols. À chaque fois que tu soignes, ben, en fait, les rossignols vont vous permettre d'avoir directement 360% de dégâts de l'attaque en soin aux alliés qui ont des PV qui sont en dessous de 50%. Rien que ça, c'est énorme. C'est énorme.
on passe au second. Obtient un rossignol toutes les 12 secondes jusqu'à un maximum de 3 rossignols. Donc, toutes les 12 secondes, tu as un rossignol. Et si tu ne soignes pas pendant ce délai de 12 secondes, tu gardes En fait, moi, la sensation que j'ai, en tout cas, comment je le comprends, c'est que les rossignols, en fait, vont se sacrifier pour soigner. C'est-à-dire que, basiquement, tu commences le combat, tu as 2 rossignols qui te sont donnés. Donc, directement à ton personnage. Maintenant, le truc qui est intéressant, c'est quoi? C'est que tu n'as pas de cooldown. On va en parler après. Mais du coup, en fait, tu as 2 rossignols et quand un personnage allié va tomber sous 50% de ses PV, donc on va dire 40% par exemple, le fait que tu le soignes, bah en fait directement un rossignol va se sacrifier pour ajouter à ce heal là 360% de son attaque, de ton attaque. Si par exemple ton heal est de 300%, le rossignol va se sacrifier pour permettre de soigner non pas 300% de ton attaque, mais plutôt 660% de ton attaque. C'est une folie. C'est une folie. Tu prends par exemple une set qui soigne à hauteur, je crois, de mémoire de 35% des PV. Hein, voilà. Donc en gros, quand elle va soigner, si un allié est en bas de 50% par exemple, il a 30%, elle va soigner de 35% de ses PV max à elle, plus encore 360% de l'attaque à cet allié qui a moins de 30%, qui a moins de 50%. Donc si par exemple vous avez 3 alliés qui sont à moins de 50%, en fait les rossignols, les deux vont se sacrifier, que vous avez 2 rossignols, ils vont se sacrifier pour soigner les 2 alliés qui ont le moins de HP en bas des 50%. Donc celui qui a par exemple 49% ne sera pas soigné et les rossignols vont prioriser ceux qui sont par exemple à 30%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée. Donc les rossignols vont se sacrifier pour soigner, pour aider à soigner. Et ce qui est intéressant d'autant plus, c'est que toutes les 12 secondes, tu vas gagner un rossignol qui va encore une fois te permettre de soigner à hauteur de 360%. D'autant que on vous dit que vous pouvez avoir jusqu'à 3 rossignols. Donc ça c'est super intéressant parce que là moi ce que je me dis c'est que le cooldown des 12 secondes il est pas giga énorme, il est même, je le trouve même, honnêtement je le trouve même un peu trop court. Pourquoi? Parce que remarquez bien, vous n'avez pas de cooldown ici, vous n'avez pas de cooldown, c'est pas dit activer toutes les 20 secondes, toutes les... Non, il n'y a pas de cooldown. Donc en gros si vous les mettez sur 2 personnages différents, par exemple si vous jouez Belladonna et Acapella en même temps, en fait, vous avez 2 rossignols pour chacune au début du combat. Donc 2 chacune. Donc quand elles vont lancer leur attaque, en fait, elles vont soigner et chacune aura 2 rossignols. Donc en gros, vous avez 4 rossignols sur le combat. En tout cas, c'est pas dit que c'est pas le cas. Donc moi, je le prends comme ça. Moi, c'est comme ça que je le comprends, notamment par le fait que vous pouvez équiper sur plusieurs personnages et à la manière donc de l'artefact par exemple de la team Dot qui est appliqué aux différents personnages, pareil pour l'attaque de base, les passifs s'appliquent indépendamment pour chaque personnage. Moi je le prends également comme ça, donc c'est 2 rossignols par allié sur lesquels vous avez équipé pour votre combat. Si vous avez 3 personnages auxquels vous avez ajouté l'artefact et qui sont en combat, en fait vous aurez 6 rossignols au début du combat qui vont soigner en plus donc de 360% de l'attaque. Et là à côté, toutes les 12 secondes, vous avez un rossignol pour chacun. Donc en gros, toutes les 12 secondes, vous avez 3 rossignols sur le terrain. Si vous avez 3 personnages qui ont l'artefact sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve ça très intéressant. Franchement, c'est vraiment cool comme artefact. Honnêtement, c'est le best in slot pour moi de tous les healers du jeu. Il y a vraiment pas photo, c'est le best in slot. Maintenant, avant de l'avoir, vous allez souffrir. Parce que c'est pas maintenant que vous l'aurez. Ça, c'est sûr et certain. Il faut vraiment avancer dans la story, c'est pas tout de suite. Mais c'est un très bon lapin. Donc maintenant, on va oublier les 2 qu'on n'a pas encore débloqués parce que quasiment personne ne l'ont. Peut-être que je vais en parler très rapidement pour ceux qui les ont débloqués, hein, les gros cash players et tout. Euh, mais comme je vous l'ai dit, ça dépend. Si vous jouez aujourd'hui une team qui est orientée dot, qui est orientée attaque, contrôle, qui est orienté stun, qui est bref, ce genre de choses-là, contrôle ou malus ou dot. Si vous jouez ce genre de team-là, honnêtement, focalisez-vous sur le crâne de Poséidon. Parce que c'est un artefact qui va beaucoup vous aider dans votre team dot, notamment, hein, et contrôle. Vraiment, surtout ces deux-là, contrôle et dot, qui va énormément vous aider, qui va énormément vous apporter. On a vraiment la plupart des events, la team Dot, elle brille énormément par sa polyvalence, par sa puissance, par son explosivité grâce à Terrati. Donc oui, effectivement, si vous n'avez pas Terrati, oubliez celui-là. Honnêtement, il va pas tant que ça vous aider. Il vous faut vraiment Terrati pour maximiser son efficacité. Donc forcément, si tu n'as pas Terrati, même si tu joues une team Dot, moi je te conseille de pas trop te focaliser sur le crâne de Poséidon. C'est pas assez intéressant. Mais par contre, si tu as une team Dot,
que tu as Teherati, là ça prend tout son sens. Et d'ailleurs c'est le deuxième artefact que moi je vais monter après celui dont on va parler tout de suite, l'œil de la vérité. L'œil de la vérité, c'est l'artefact aujourd'hui que je conseille à tout le monde de monter. Pourquoi? Parce que l'artefact est tellement mis en avant sur ce patch là que c'est insensé. Déjà c'est l'artefact qui buff de fou Van Helsing, et pas que Van Helsing, ça buff également beaucoup d'autres personnages. Ça buff comment il s'appelle, ça buff Gilrain, ça buff euh, ça buff merde, Siren. Ça actuellement ça passe sur Fleeting Bella. C'est en fait c'est pour tous les personnages attaques de base du jeu, et il y en a vraiment pas mal. Concrètement il y en a pas mal, mais surtout ça buff Van Helsing. Et Van Helsing c'est un personnage qu'on utilise partout tout le temps, on utilise dans tous les contenus et on utilise tout le temps. Donc forcément, et surtout dans le mausolée, on l'utilise vraiment tout le temps. Donc parce que le personnage on l'utilise tout le temps, parce qu'aujourd'hui c'est la meilleure team du jeu, on va pas se le cacher, on va pas se mentir. Aujourd'hui la team attaque de base c'est la meilleure team du jeu en termes offensifs. Vraiment offensivement cette team elle est devant tous, elle est devant toutes les équipes. Donc forcément, on parle quand même de la meilleure team du jeu en termes de puissance offensive. Donc s'il y a un artefact qui lui permet d'avoir encore plus de puissance offensive, pourquoi tu vas pas le prendre? Pourquoi tu vas pas l'améliorer? D'autant que actuellement on a Fleeting Bella qui se joue également partout et avec tout le monde. On a Siren qui est exceptionnel. Honnêtement, j'ai fait aujourd'hui des tests sur Clive, des tests encore des tests poussés sur Clive avec la team attaque de base. Je l'ai explosé sa grand-mère. C'était ridicule. Je suis désolé du terme que j'ai utilisé, mais en fait, il n'y avait rien d'autre pour exprimer à quel point ça m'a choqué. Ça m'a totalement choqué. Le bug, il perdait des HP, on dirait c'est du beurre. C'est fou, tu vois. Donc forcément, moi, je vais prendre en compte cela et me dire que forcément, Fleeting Bella, elle est actuellement en bannière. Tout le monde va l'avoir. Tout le monde a déjà 6 multis de base sur elle. Tout le monde va aller chercher au moins un exemplaire du personnage, au minimum. Donc tu as Fleeting Bella, tu as Van Helsing. Parce que si tu n'as pas pris Van Helsing sur le coffre 150 ou 300, moi je comprends pas. Ou que tu l'as pas eu dit avant ça, moi je comprends pas. Euh, Siren, elle est gratuite. Donc en fait, tous les personnages qui sont liés à cet artefact-là sont obtenables plus ou moins gratuitement, plus ou moins facilement. Alors bon, à part Siren, forcément, si t'as pas été dans une bonne guilde, courage frérot. Mais pour le coup, c'est hyper intéressant de se focaliser sur sur cet artefact parce qu'il est hyper accessible, il est hyper facile à mettre en place, le passif est très simple à comprendre, très simple à appliquer. Les personnages qui en ont besoin sont des personnages qui, la plupart, sont les meilleurs du jeu. Forcément, je vois pas de je vois pas de truc qui ferait que tu ne le montrais pas, tout simplement. Donc pour moi, l'artefact aujourd'hui qui est vraiment à prioriser, parce que, comme je l'ai dit, accessibilité, performance, puissance, facilité d'application, c'est l'œil de la vérité. C'est ce que je conseille le plus. Maintenant, bien entendu, comme je l'ai expliqué, si tu ne joues pas une team attaque normale, forcément, tu vas pas le monter. Mais si tu t'orientes vers ça ou que tu as une box assez polyvalente et que tu te demandes juste vers quel team tu vas te tourner, team attaque normale, et tu te focalises sur l'œil de la vérité que tu vas maxer, forcément. Donc, à côté de ça, ben, il y a également le chronomètre d'ombre argent que tu vas voir, bien sûr, pour Bella et pour TR Ami, surtout. Si tu joues ces deux personnages-là, c'est vrai que c'est un artefact qui est très intéressant, mais honnêtement, monter un artefact pour deux personnages, c'est vrai que c'est fort, c'est vrai que ça leur rapporte beaucoup, c'est vrai que c'est très intéressant, mais que pour deux personnages honnêtement, et surtout ici, on a quand même un cooldown de 20 secondes, hein. À côté de ça, pour un tank, donc vraiment un pouvoir de sang toutes les 20 secondes, c'est intéressant, on va pas se le cacher, c'est une bonne batterie, c'est intéressant. Mais honnêtement, c'est pas ce qui va faire en sorte que tu vas focaliser pour monter ça à niveau 5 et laisser de côté l'œil de la vérité et le crâne de Poséidon. Honnêtement, vraiment, il faut qu'on se dise la vérité. Donc voilà un petit peu mon avis par rapport aux différents artefacts, hein. Celui-là, la pierre philosophale, en toute honnêteté, c'est l'artefact que je le conseille pas. Je le conseille vraiment pas. Honnêtement, celui-là, il est intéressant. Il est vraiment intéressant, mais je vous conseille vraiment de le garder après avoir monté ces trois-là. Après avoir monté ces trois-là, s'il vous reste encore des ressources, et j'en doute forcément, hein, vous pouvez monter la pierre philosophale si vous le voulez. Mais honnêtement, même là, je ne le conseille pas. Je vous conseille, si même dans le cas où vous êtes des grosses whales, où vous avez tous les trucs, vous avez monté les artefacts, vous avez avancé dans le jeu, vous avez débloqué ces trois-là niveau 5, j'en doute, hein, mais imaginons dans un scénario où vous avez fait ça,
l'artefact que je vous conseille de faire, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est de garder tout ce que vous avez donc comme jetons, comme coffre, comme tout, vous les gardez pour la cage du rossignol invisible lorsque plus tard vous allez le débloquer. Voire même honnêtement, si vous êtes une whale et que vous avez déjà débloqué la cage du rossignol, honnêtement, je vous conseille de monter l'œil de la vérité d'abord, ensuite la cage du rossignol hein, pour Fleeting Bella parce que forcément ça lui apporte, c'est la même team. Donc en plus elle va gagner des BP, ce sera plus simple aussi pour vous. Donc la cage du rossignol en deuxième. En troisième, du coup, c'est comme vous voulez. Si vous jouez une team dot, le crâne du Poséidon, surtout si vous avez Terati. Et du coup, en dernier, le chronomètre d'ombre argent ici pour Bella, parce que ça va aussi beaucoup l'aider. Donc voilà un petit peu mon avis final par rapport aux artefacts actuellement en jeu, avec mes explications sur les passifs, un petit peu comment je vois la chose, vers quoi s'orienter, où, comment, pourquoi. Donc voilà un petit peu tout les gars. Donc j'espère que la vidéo vous aura aidé. Je sais qu'elle a été un petit peu longue, mais comme à chaque fois, j'essaie vraiment d'approfondir. Vous savez les gars, moi quand je parle, ça me fait pas plaisir de beaucoup parler, de faire de longues vidéos parce que ça assèche ma gorge les gars. C'est de la salive que je perds en faisant ces vidéos longues. Ça me fatigue. Mais je le fais quand même parce que je me dis que je préfère faire une vidéo longue de 30 minutes où je parle de tout, où j'explique tout, où tout est dedans. Tu as juste à la regarder, tu as toutes les infos, plutôt que de faire une vidéo de 10-15 minutes et où il y a très peu de contenu, c'est pas qualitatif, il manque beaucoup d'informations et qu'après j'ai fait une vidéo sur le sujet, oui, mais les gens vont aller me poser des dizaines, des vingtaines, des centaines de questions sur la même chose. Pourquoi? Parce que je suis pas assez rentré dans le sujet, parce que j'ai pas répondu aux questions qu'ils se posaient réellement. J'ai pas assez approfondi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il manque des informations. Ça n'a aucun sens de faire une vidéo sur un sujet dans lequel il va manquer des informations et où les gens vont encore ressentir le besoin d'aller te poser des questions, d'aller rechercher d'autres réponses encore pour compléter. Ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est pas ça faire une vidéo. Vous voyez? Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura été utile, c'est le but premier. N'hésitez pas à me poser des questions si d'aventure il y a quelque chose que j'ai omis, s'il y a quelque chose que j'ai pas assez bien dit, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Moi je laisse là, je vous dis à la prochaine. Tchuss.